Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge dans les sources d'un dossier judiciaire assez hors norme, celui de la défense de Nicolás Maduro, le président vénézuélien, face aux accusations de narcoterrorisme des États-Unis. Un mémoire de ses avocats a fuité et notre mission, c'est de décortiquer comment ce document transforme une simple défense en une véritable contre-attaque. Oui, et le mot qui vient tout de suite à l'esprit, c'est stratégie de rupture. C'est vraiment ça. Le but, c'est pas de jouer selon les règles, c'est de dynamiter le jeu lui-même. Le document, en fait, il ne dit pas juste « mon client est innocent ». Il dit que le vrai coupable est même pas dans la pièce. L'argument central, il est posé d'emblée. Maduro serait un bouc émissaire. Parfait pour détourner l'attention d'une crise sanitaire qui est, elle, purement américaine. D'accord, alors commençons par là. La défense s'attaque donc de front à un sujet extrêmement sensible aux États-Unis, la crise des opioïdes. C'est un pari risqué. C'est le point de départ de tout. Le mémoire parle d'un carnage américain mais d'origine industrielle, pas criminelle au sens où on l'entend. La thèse est audacieuse. L'épidémie de surdose qui frappe le pays ne viendrait pas de l'extérieur. Elle serait la conséquence calculée des stratégies commerciales de géants pharmaceutiques. Le nom de Purdue Pharma est cité évidemment. Purdue Pharma, oui, un nom que l'on connaît bien maintenant, avec tous les scandales, les procès. La défense de Maduro essaye donc de capitaliser sur cette colère, cette méfiance qui existe déjà dans l'opinion publique. Exactement. Ils soutiennent que ces labos ont sciemment rendu l'Amérique dépendante aux antidouleurs. Ils ont créé un marché de toutes pièces. Et sur ce marché, ensuite, les cartels n'ont eu qu'à se positionner pour fournir des alternatives illégales, comme le fentanyl, quand les prescriptions ont commencé à baisser. Pour eux, la cause première, elle est à chercher dans les conseils d'administration, pas au Venezuela. C'est une manière très habile de retourner le problème, c'est vrai. Mais concrètement, comment est-ce qu'ils se dédouanent du trafic de fentanyl? Parce que ça reste le cœur des accusations. C'est une chose de blâmer Big Pharma, c'en est une autre de prouver son innocence. Et c'est là que la stratégie devient fascinante, parce qu'elle retourne les propres armes de l'accusation contre elle. La défense s'appuie massivement sur les rapports publics de la DEA. Attendez, pardon. Ils utilisent les rapports de la DEA, l'agence antidrogue américaine, qui les accuse pour se défendre. C'est d'une audace folle, c'est presque de la provocation. C'en est, clairement. Le mémoire démontre, carte à l'appui, que la chaîne d'approvisionnement du fentanyl suit un axe géographique très précis, est-ouest. D'accord. Les précurseurs chimiques partent de Chine, arrivent au Mexique où les cartels les transforment. Et ensuite, ils remontent vers les États-Unis. Voilà, un axe est-ouest. Or, le Venezuela, lui, se situe sur un axe sud-nord. La conclusion de la défense est très simple, très visuelle. Maduro est géographiquement hors jeu. Ils sont même pas sur la bonne carte. Une défense aussi agressive, qui utilise les données du gouvernement américain pour dire ça peut pas juste viser un acquittement simple. Qu'est-ce qu'ils espèrent obtenir, au-delà de l'effet d'annonce? Les demandes sont à la hauteur de l'argumentation. Il y en a deux. D'abord, très logiquement, un non-lieu immédiat pour Nicolás Maduro. Le dossier serait vide, politiquement motivé, voilà. Et la deuxième demande? Et c'est là que ça devient spectaculaire. Il réclame l'ouverture d'une enquête pénale internationale contre les dirigeants des grandes compagnies pharmaceutiques, contre Big Pharma. Ah oui, carrément. Il demande à un tribunal américain de poursuivre des PDG américains pour défendre un président étranger. Le culot est total. C'est le bouquet final de leur stratégie de rupture. D'ailleurs, le document se termine sur une citation choc qui résume tout. La place des criminels n'est pas au palais présidentiel, mais dans les conseils d'administration qui ont transformé la douleur des patients en dividende. La formule est percutante. Donc, pour résumer, ce qui a commencé comme la défense d'un homme se termine en procès de toute une industrie. C'est un retournement complet de situation. Tout à fait. Et au-delà de ce cas précis, ça laisse songeur. Ça soulève une question, je trouve, assez importante et sur laquelle on peut méditer. Dans ces affaires à très forte charge politique, où les tribunaux deviennent des arènes, à quel moment est-ce qu'une stratégie de défense cesse d'être une simple plaidoirie pour devenir elle-même un acte d'accusation publique, et qui, au final, est réellement jugé?